L'hôpital Gaston Boré se met à la page des nouvelles techniques endoscopiques. Depuis peu, le CHT s'est doté d'un équipement multifonction qui permet de faire des prélèvements sur les organes malades tout en évitant aux patients une opération chirurgicale plus risquée. Karine Arroyo, Nicolas Fasquelle. Cette sonde est équipée d'une caméra, d'un échographe et d'un Doppler pour visualiser le système artériel et veineux. Après l'avoir introduit par la bouche du patient, l'exploration commence. Estomac, puis duodénum. Le diagnostic va pouvoir être posé sur le pancréas malade grâce à toute cette imagerie. C'est une imagerie qui est très performante parce qu'on est au contact direct de la lésion à examiner et ça nous permet d'évaluer les rapports de cette lésion par rapport à l'environnement, aux vaisseaux qui sont autour notamment. Et d'analyser l'envahissement des organes qui se trouvent autour de la maladie. Pour la deuxième phase, changement de sonde. Le médecin va perforer l'intestin et prélever un petit morceau du pancréas, c'est ce que l'on appelle une biopsie. La manipulation est délicate à cause de toutes les veines et artères qui entourent l'organe malade, mais c'est une technique beaucoup moins risquée qu'une opération chirurgicale ou une ponction par scanner. Sous scanner, il faut franchir la peau, le tissu sous-cutané, le péritoine, l'estomac de part en part, et enfin ponctionner la lésion en ayant grand soin d'éviter les gros vaisseaux qui se trouvent autour, l'aorte, la veine cave inférieure, etc. Donc c'est une opération extrêmement délicate. Au bout d'une heure d'anesthésie générale, le patient en aura fini avec l'intervention. Les cellules seront envoyées au laboratoire. Quelques jours plus tard, le traitement adéquat prescrit. Une technique efficace et plus sûre qui fait son entrée au CHT pour explorer ce que les médecins appellent les organes profonds, difficiles d'accès. C'est la perspective de soigner aussi sur le territoire et d'éviter des évacuations sanitaires plus coûteuses. Et pour évoquer le sujet et plus encore, notre invité ce soir, Tristan Deric, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole donc des médecins, de l'intersyndicale des médecins du CHT. Alors on l'a vu, Absolument. Cette technique, elle n'est pas nouvelle, vous l'avez importée aujourd'hui. Est-ce que pour autant on peut dire que le niveau technique du CHT n'a pas de quoi rougir par rapport à celui des hôpitaux australiens ? Absolument, nous rattrapons rapidement notre retard en matière technologique et c'est une très bonne chose. Alors bien sûr, il y a certainement encore des examens dont il va falloir se doter dans les années qui viennent, mais vraiment on commence à être en phase avec les pays les plus développés en termes de santé. Alors pour que le patient gagne en confiance et ne demande pas des Evassan, encore faut-il que le service public soit de qualité. Pourquoi doit-on attendre aussi longtemps aux urgences ? Pourquoi est-il toujours aussi long de se faire opérer à l'hôpital ? Et c'est une vraie question. Je vais vous donner un chiffre. Ce chiffre, c'est 460. 460, c'est le nombre de lits dont nous disposons actuellement au CHT. Ce chiffre est désespérément stationnaire depuis des décennies et notoirement insuffisant. Donc, avec toutes les conséquences que vous venez d'évoquer, à savoir des attentes interminables aux urgences, des interventions qui sont différées, des patients d'une spécialité se faisant héberger dans des services d'autres spécialités, évidemment tout cela n'est plus tenable. Alors, donc, Cutio, le Medipôle de Cutio devrait quand même apporter un confort en équipement et en lit. Eh bien, c'est-à-dire qu'effectivement, la capacité prévue initialement, qui avait été calculée suite à diverses expertises, c'est 650 lits, soit environ 200 lits de plus. Mais nous savons d'ores et déjà qu'en 2017, lorsque le Medipôle démarrera, ces 650 lits ne seront certainement pas ouverts. Donc aujourd'hui, vous demandez des engagements sur cette question ? C'est-à-dire que nous avons des grandes inquiétudes parce que nous savons que le financement n'est pas là. Pour ouvrir 200 lits supplémentaires, c'est-à-dire le différentiel entre 450 et 650 lits, il faut, ça a été calculé, évalué, le directeur de l'ACAFAT s'en est fait l'écho il n'y a pas longtemps, il faut trouver 6 milliards à 7 milliards de plus par an, se rajoutant au budget de l'hôpital déjà existant, c'est-à-dire 20 milliards par an. Donc, évidemment, compte tenu de l'état de forme de la CAFAT, qui n'est pas resplendissant, c'est évalué à 5 milliards, je crois, en fin d'année, le déficit du RUAM. On a effectivement certaines craintes. Donc, c'est pour cette raison que je suis là. Nous savons qu'il va y avoir des discussions budgétaires
au Congrès bientôt avec des arbitrages. Et donc nous sommes là pour défendre le service public hospitalier, pour défendre l'hôpital public, parce que vous savez, c'est à l'hôpital public que nous soignons tous les malades calédoniens, des Bélep à l'île des Pins, quelle que soit leur couverture sociale et surtout, quelle que soit leur maladie, y compris les plus graves. Pourrez-vous rétorquer que les cliniques privées pourraient compenser ce manque de lits ? Oui, mais c'est avec elles qu'il faut voir ça. Mais vous savez, en général, les pathologies les plus sévères, le service de réanimation, par exemple, c'est à l'hôpital qui se trouve, pas dans des cliniques privées. Les interventions chirurgicales les plus lourdes, les plus spécialisées, c'est à l'hôpital que ça se passe. Que pensez-vous des pratiques d'économie qui sont pratiquées par ailleurs, comme par exemple la chirurgie ambulatoire ? Vous n'êtes pas contre ? Non seulement je ne suis pas contre, mais je suis tout à fait pour. C'est une piste qu'il faut absolument développer. Parmi les 200 lits qu'on devrait disposer à terme, il faut qu'un bon nombre de ces lits soient dédiés à l'ambulatoire. C'est une évidence. Christian Derick, merci.